Salut tout le monde, bonjour, merci d'être là présent à cette session de Demandez-nous vos questions, demandez-nous n'importe quoi et aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'accueil de la journée étudiante dans la fonction publique. Mon nom est Marc-André Leblanc, j'utilise les pronoms il et lui. Pour ceux qui auraient peut-être la difficulté à avoir, je suis dans une chambre qui est mon bureau, comme bien sûr beaucoup de nous fonctionnaires. Je porte un polo gris aujourd'hui. La chambre est peinturée vert et il y a un peu de lumière à l'extérieur. Donc, j'ai fermé la moitié du rideau. Question de peut-être améliorer la vision un petit peu. Ça me fait vraiment plaisir d'animer cette session aujourd'hui. Notez que cette session est offerte en français, mais qu'une session en anglais sur le même sujet est présentée simultanément. Donc, please note that this is a French session, but an English segment on the same subject is being held simultaneously in a different webinar. If you prefer attending the English session, the link to the session will be available in the chat shortly, or you can just return on the VExpo platform and select the English option over there. Pour commencer, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles je suis situé moi-même aujourd'hui sont les terres des peuples Mi'kmaq et Malicites. Comme colonisateur de ces terres, je me dois le devoir d'écouter, de partager avec ceux qui ont bien voulu nous accueillir ou qui nous accueillent du moins. Et donc, j'en fais mon devoir de collaborer, écouter et de pouvoir partager avec ces peuples. Certains d'entre vous viennent peut-être de diverses régions du pays et je vous encourage donc à prendre un moment pour reconnaître le territoire que vous occupez. Au fur et à mesure que se déroule la séance d'aujourd'hui, veuillez nous faire part de vos commentaires dans l'espace de discussion qui est situé au bas de votre écran. Nous, comme panélistes, on peut voir quand vous nous écrivez un petit message. Ce n'est pas un message qui sera visible au nom de tout le monde, mais plus particulièrement, qu'est-ce que je veux apporter votre attention, c'est la fonction Q et A ou Q et R si votre ordinateur est en anglais. Donc, ou plutôt le contraire, Q et R, questions-réponses en français, Q et A pour les questions et question and answers en anglais. Donc, vous pourrez inscrire vos questions tout au long de la session. C'est un peu le but du jeu aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvaises questions. On veut que ce soit un safe space, que vous alliez inscrire vos questions. Aussi, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut sur les questions que vous pensez qui sont les plus pertinentes. Et un peu plus tard dans la session, une fois que j'aurai eu la chance de présenter nos panélistes aujourd'hui, on va passer à travers ces questions-là pour en répondre autant que possible. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Est-ce qu'on aura les réponses à tout? On l'espère, mais si on ne l'a pas, on saura vous pointer dans la bonne direction puis essayer de vous trouver les ressources nécessaires. Donc, on va essayer de vous guider dans tout ça. Donc, allez-y, posez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre aujourd'hui. Et pour répondre à ces questions, on est en très, très bonne compagnie. Je suis impatient d'entendre les perspectives de nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Audrey-Anne Racine, qui est coprésidente étudiante GC et conseillère en ressources humaines. Audrey-Anne, si tu veux, je vais t'inviter à te prendre quelques instants pour te présenter, puis par la suite, je passerai à nos autres panélistes. Allô, allô, merci Marc-André. Oui, Audrey-Anne Racine, mes pronoms sont elle, she, eux. Je vous rejoins de la région de la capitale nationale, donc du territoire non cédé des peuples algonquiens à Anishinabeg. Pour ceux qui nous joignent au téléphone et qui ne me voient pas, là, j'ai un fond blanc, des longs cheveux noirs et des grosses lunettes rose transparentes. J'ai l'honneur, effectivement, d'être la coprésidente des étudiants GC depuis juillet 2021 avec Prime Cacharma, qui est dans la session en anglais. Étudiants GC, qui est le volet pour les étudiants sous le super réseau des jeunes fonctionnaires Québécois. Donc, je suis conseillère en ressources humaines, en emploi et développement social Canada, mais de manière très précise, je m'occupe du réseau des étudiants de mon ministère, donc de l'intégration des étudiants jusqu'à la rétention. J'ai donc vraiment un intérêt à être ici avec vous aujourd'hui. Je m'implique, c'est vraiment dans ma branche de travail, et surtout avec mon rôle pour étudiants GC, mais je veux entendre vos questions, vos commentaires pour s'assurer qu'on donne les bonnes ressources que vous recherchez. Rapidement, là, mon côté étudiante, moi, j'ai fait un bac en relations industrielles et ressources humaines à l'Université du Québec en Outaouais.
Puis en ce moment, je suis en train de faire une maîtrise à temps partiel en gestion de projet. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai commencé au gouvernement du Canada en 2019. J'ai eu un emploi étudiant où j'imprimais, je déchiquetais, j'assemblais des documents. J'ai excellé, par exemple, dans mon travail. J'ai grandement appris à être organisée, indépendante, à bien placer les papiers. Non, mais pour vrai, j'ai adoré mon travail. J'ai beaucoup appris côté organisation. Mais en 2020, j'ai été embauchée dans mon emploi de rêve que je fais encore actuellement. Donc, perdez pas espoir. Puis, allez, c'est ça qui est le fun avec les emplois étudiants. On peut vraiment découvrir plein de choses. Donc, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je m'arrête ici. Merci, Marc-André. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Notre prochaine panéliste est Loa Lambula, qui est chef d'équipe dans une équipe de recrutement à EDSC Emploi et Développement social Canada. À toi la parole. Bonjour, donc c'est ça, je m'appelle Loa Lumbala. Je suis à ESDC depuis l'année passée, donc ça fait 1 an que je suis là. Je suis chef d'équipe au sein de l'unité de recrutement de ESDC pour une branche spécifique qui s'appelle la sécurité du revenu et du développement social. Notre équipe, on embauche la plupart du temps des personnes qui sont dans la branche des politiques, dans la branche aussi des données. J'ai commencé la fonction publique en 2016 en tant qu'étudiante. J'ai travaillé à la Cour administrative des tribunaux judiciaires. J'ai aussi travaillé au secrétariat du Conseil du Trésor. Et tout au long de ma carrière, jusqu'à présent, j'ai toujours été dans des fonctions de ressources humaines. Donc, j'ai fait la dotation corporative et j'ai aussi fait l'équipe d'apprentissage, donc tout ce qui est les cours d'apprentissage. Donc, j'ai vraiment hâte de voir vos questions. J'ai vraiment hâte d'entendre tout ce que vous avez à dire. Et je veux aussi mentionner que je suis aussi la représentante de tous les employés qui se trouvent à ESDC et qui s'auto-identifient comme minorité visible, spécifiquement pour la région de la Capitale-Nationale. Donc, voilà. Merci bien. Par la suite, Michel Bougie, conseiller en ressources humaines à la Commission de la fonction publique. À toi la parole, Michel. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, donc, je m'appelle Michel. Mes pronoms sont il, lui. Donc, je suis conseiller en ressources humaines à la Commission de la fonction publique depuis octobre 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça. J'ai occupé auparavant le même type de rôle à l'Agence de services frontaliers du Canada. J'ai étudié en sciences politiques et en administration publique à l'université et je me suis joint à la fonction publique du Canada en novembre 2018 en tant qu'agent de programme à Service Canada à Montréal. En même temps, j'ai postulé sur un processus de recrutement en ressources humaines au sein du programme postsecondaire peut-être que certains d'entre vous connaissez. Et j'ai déménagé à Gatineau en novembre 2019 et je suis dans la région de la Capitale-Nationale depuis ce temps-là. Donc, en gros, mon rôle à la Commission de la fonction publique, c'est entre autres, de faire des présentations auprès des étudiants des collèges et universités pour promouvoir les différents programmes d'emploi du gouvernement du Canada, donc entre autres les programmes d'emploi étudiants et les programmes pour les diplômés comme le recrutement postsecondaire et bien sûr les emplois réguliers qu'on retrouve sur le portail Emploi GC que sûrement vous connaissez très bien. Donc, ça fait partie de mon rôle. Et j'ai également l'opportunité en tant que conseiller en ressources humaines, de faire partie d'un programme de développement pour ce qu'on appelle de PE1 à PE3. Donc, c'est intéressant quand vous commencez votre carrière, ça vous permet d'avoir un objectif à atteindre. Et les conseillers en ressources humaines, ce n'est pas les seuls types d'emplois qui ont un programme de développement. Il y en a également dans d'autres types d'emplois. Donc, si vous réussissez à trouver ce type de programme-là, c'est super intéressant pour lancer votre carrière. Donc, tenez ça en tête. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous donner des conseils et vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'étudiant au sein de votre travail. Donc, merci beaucoup. Merci bien, Michel. La dernière et non la moindre, Maude Plouffe. Maude, qui est étudiante à la Commission de la fonction publique et aussi la représentante de la Commission pour le comité d'étudiants GC. Maude.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Maud Plouffe. Mes pronoms sont elle, she, eux. Je vous joins de la région de la capitale nationale, qui est un territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabeg. Je viens de terminer ma première année d'université à HEC Montréal en administration des affaires et je vais me spécialiser en marketing. Ça fait maintenant 1 an que je suis au gouvernement. Je travaille à la Commission de la fonction publique en tant qu'adjointe administrative. J'ai commencé avec un directeur général et je suis maintenant avec le directeur de la sécurité. Donc, j'ai un peu bougé dans mon ministère pour toucher à plus de sujets. Je suis vraiment contente d'être ici parce que l'accueil des étudiants me tient extrêmement à cœur. Il y a beaucoup d'informations à savoir lorsqu'on arrive dans un emploi. Il y a beaucoup d'acronymes. Là. Ils utilisent tellement les acronymes ici, c'est incroyable. Donc, puis il n'y a pas toujours les employeurs qui fournissent des trousses aux étudiants. Donc, c'est important d'être là pour eux puis que je suis contente que vous soyez ici aujourd'hui pour en apprendre davantage. Comme Marc-André l'a dit, je suis également représentante de mon ministère pour les étudiants GC avec Audrey-Anne qui est coprésidente. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maud. Et donc, pour la session, pour le but du jeu, là, on en parlait tout à l'heure, on a déjà eu une question. N'hésitez pas d'utiliser la fonction questions et réponses au bas de vos écrans. C'est ça qu'on veut faire cet après-midi, c'est de répondre vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. On veut vous aider parce qu'on le sait. La fonction publique, c'est plein d'acronymes. D'ailleurs, si on utilise un acronyme que vous ne connaissez pas, écrivez-nous dans le chat. Comme qu'on le dit chez nous, call us out. Dites-nous, puis on essaiera de vous éclaircir puis de vous parler le plus clairement possible parce que j'avoue, c'est pas évident. Même moi, ça fait 2 ans que je suis nouveau dans la fonction publique et j'en apprends tous les jours et chaque milieu, chaque département a souvent son propre lingo, donc c'est normal. Et ça, si je peux me permettre un premier conseil déjà d'ailleurs, comme fonctionnaire, n'hésitez pas quand vous êtes nouveau dans la fonction publique de demander ces questions-là à vos équipes, à vos gestionnaires. Avant d'aller vers vos questions, j'ai quand même quelques questions que j'aimerais poser moi-même à notre panel. Peut-être tout d'abord, Michel, en tant que conseiller en ressources humaines, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi les avantages de joindre à la fonction publique fédérale en tant qu'un étudiant? Oui, ben d'abord, ça vous permet d'acquérir une expérience de travail pertinente, valorisante, tout en faisant vos études jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Ça vous permet également de découvrir en quoi consiste un emploi dans la fonction publique fédérale et voir si ça vous convient et si vous voulez continuer dans la fonction publique fédérale à long terme. Donc, sans vous engager à long terme. Donc, en tant qu'étudiant, ça vous donne un bon aperçu à quoi vous attendre si vous voulez rester dans ce domaine. Également, vous allez pouvoir apprendre auprès d'employés beaucoup plus expérimentés. Vous aurez accès à du mentorat, vous allez pouvoir faire du réseautage avec d'autres étudiants, mais également d'autres employés et des gestionnaires, des superviseurs. Et vous allez être également encadré au sein de votre travail. Ce qui est très bien avec la fonction publique, ce que j'ai moi-même remarqué depuis que je me suis joint en 2018, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur la formation, l'apprentissage. Donc, il y a toujours des choses à apprendre et c'est toujours bien vu. Si vous dites, j'aimerais ça apprendre telle chose, n'hésitez pas. Vous allez vraiment être encadré et vous allez avoir des chances de grandir en tant qu'étudiant dans votre emploi étudiant. Également, un des très, très, très grands avantages d'avoir un travail étudiant, c'est d'avoir la possibilité de passer à travers le processus d'intégration. En anglais, on appelle ça student bridging, donc littéralement faire le pont, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que les étudiants vont être embauchés dans un programme étudiant comme le PFETE, mais également le programme coop ou le programme des adjoints de recherche, le PAR. Donc, peuvent être admissibles pour obtenir un poste dans la fonction publique fédérale une fois qu'ils ont terminé leurs études et obtenu leur diplôme. Donc, il y a une chance d'obtenir un poste à durée déterminée ou même indéterminée en fonction des besoins organisationnels. Donc, ce n'est pas à négliger. C'est une très bonne voie pour obtenir quelque chose à long terme. Une statistique intéressante, environ 17% des fonctionnaires fédéraux qui ont un poste indéterminé ou déterminé étaient auparavant des employés étudiants. Donc, il y a des bonnes chances que vos collègues qui sont employés présentement étaient étudiants auparavant, comme plusieurs des panélistes aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, ça vaut la peine d'avoir un emploi étudiant tant que vous êtes aux études, vraiment postuler,
continuer à travailler dans le fonction publique fédérale parce que vraiment, c'est une très bonne voie pour accéder à quelque chose de plus permanent par la suite. Donc, pour les employés étudiants, la meilleure recommandation que je peux donner, c'est de ne pas hésiter à saisir les opportunités. Même si ce n'est pas exactement dans votre domaine d'études, ce n'est pas grave, ça ouvre des portes. Vous allez pouvoir faire du réseautage, vous allez pouvoir parler à plein de gens, des superviseurs, d'autres employés qui ont des fois, qui connaissent des gens qui ont des besoins, donc ils peuvent référer votre CV. Vraiment, n'hésitez pas à aller de l'avant, à parler aux gens. Et également, une fois que vous avez votre diplôme, n'hésitez pas à aller voir votre superviseur pour vous dire « Hey, j'aimerais ça continuer. » Donc, peut-être qu'il est possible d'être intégré justement parce que l'avantage de l'intégration, c'est que c'est des processus, des nominations non annoncées. Donc, vous n'avez pas besoin de postuler sur Emploi GC. Si vous savez c'est quoi Emploi GC, là, ça peut être long, il y a des belles grosses questions de présélection et ça prend du temps. Et c'est laborieux, ça peut prendre des mois avant d'avoir une réponse. Donc, ça vous permet de complètement pas ignorer cet aspect-là et vraiment de sauter directement dans un poste. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et en plus, il n'y a pas de date limite non plus pour l'intégration. Donc, des fois, j'ai des collègues qui m'ont dit que des fois, ils ont été intégrés dans la fonction publique plusieurs années après leur emploi étudiant, puis ils sont allés faire d'autres choses et maintenant, ils sont revenus. Donc, il n'y a pas de date limite. Et également, vous pouvez être intégré dans d'autres directions, d'autres ministères, pas nécessairement celui où vous avez fait votre travail étudiant. Donc, vraiment, là, vous avez toutes sortes de possibilités avec ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de continuer à travailler comme étudiant au sein de la fonction publique fédérale. Donc, c'est vraiment la meilleure recommandation que je peux faire, c'est n'hésitez pas à saisir des opportunités tant que vous êtes étudiant. Moi, je ne connaissais pas les programmes étudiants quand j'étais étudiant et c'est probablement mon plus gros regret. Donc, j'ai appris trop tard qu'il y avait des possibilités de travail étudiant dans la fonction publique fédérale. Mais vous avez la chance de le faire maintenant, donc n'hésitez pas, là, sautez sur les occasions. Ouais, ça peut être des fois comme, je pense à Disney, tu as des skip the line pass, là, des passes pour passer en avant de la ligne. Des fois, je pense que ça peut être ça, travailler comme étudiant, c'est un avantage qui est clair. On en parle tout de suite. Il y a une question d'ailleurs du public sur ça, donc on va y passer tout de suite. Et à qui veut y répondre, il répondra. Qu'est-ce qui seraient vos conseils? On en parle, là. OK, ça nous ouvre des portes, mais qu'est-ce qui seraient vos conseils si vous voulez être bridgé, que vous voulez être intégré à une équipe après votre stage, là, après l'emploi d'été, on veut continuer. Qu'est-ce qu'on fait comme étudiant? Qu'est-ce que les meilleures pistes à suivre? Vas-y, Audrey-Anne. Ben, moi, j'allais dire, l'intégration des étudiants, il ne faut pas attendre que la possibilité vienne à nous, il faut aller la chercher. Donc, il faut le démontrer, il faut le dire, donc de dire qu'on veut rester à la fonction publique après nos études, d'en faire mention à notre gestionnaire qu'on aime le travail, puis si au contraire, il n'y a pas de possibilité de débuter sa carrière dans l'équipe dans laquelle vous êtes, mais c'est de faire du réseautage, puis aller chercher ces opportunités-là, puis en faire mention. Donc, allez chercher ce que vous voulez, dites-le haut et fort que vous voulez rester pour aller trouver ces opportunités-là d'intégration des étudiants. Moi, ça serait mon conseil. Quelqu'un qui veut ajouter à ça? Moi, j'ajouterais, comme dans le même sens que Audrey-Anne, allez chercher, mais pendant que vous êtes dans votre programme étudiant, essayez de regarder aussi, par exemple, si vous êtes en ressources humaines et vous voulez aller plus en politique. Essayez de regarder c'est quoi les compétences que vous avez besoin d'avoir, puis de demander à votre gestionnaire, est-ce que c'est du travail qui est un peu plus de l'écriture? Est-ce que je pourrais travailler dessus? Est-ce que je pourrais regarder ce que tu fais ou bien essayer d'apprendre pour que tu puisses être capable après ça, si tu vas aller chercher une opportunité dans une autre équipe qui est un peu plus alignée à ça, tu as de quoi pouvoir prouver que oui, tu as une forme d'expérience, une forme de connaissance sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. D'ailleurs, Maude, exactement sur ce point-là, ça arrive des fois qu'on travaille, on arrive comme étudiant, puis qu'on nous dit, OK, tu dois déchiqueter tous ces dossiers ici, comme Audrey-Anne le disait tout à l'heure. C'est des choses qui arrivent que c'est pas tout le temps l'emploi parfait qu'on a. Loan nous a déjà donné quelques pistes de solutions pour si on a des intérêts ailleurs, parce que c'est très large, la fonction publique. Aurais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus?
Oui, en fait, moi-même, j'ai entrepris quelques démarches pour pouvoir un peu plus aller vers un domaine d'études parce que c'est ça, j'étudie en marketing, puis présentement, je suis adjointe administrative, donc on peut dire assistante, si on veut dire ça. Donc, je gère un calendrier et je lis des courriels. C'est super la fun, j'apprends plein de choses, mais c'est pas mon domaine d'études. Donc, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est d'être entrepreneur. Il n'y a rien qui va vous tomber entre les mains, ça tombe pas du ciel. Donc, je suis allée dans GC Annuaire. GC Annuaire, c'est fantastique, là. Vous pouvez trouver tout le monde, n'importe qui, dans tout le gouvernement entier. Ça se trouve sur la page Wiki. Et en passant à la page Wiki, vous devez absolument voir ça dans vos favoris, là. C'est Audrey qui a créé ça. C'est fantastique. Il y a toutes les ressources que vous avez besoin. La page Wiki étudiant, pardon. Puis, c'est ça, j'ai tapé le mot marketing, puis tous les gens qui ont le titre marketing sont sortis dans tout le gouvernement entier. Donc, j'ai tapé un courriel, j'ai dit « Salut, moi c'est Maud, je suis étudiante, j'aimerais ça discuter avec vous, j'aimerais ça en apprendre plus sur votre métier. » Parce que je sais un peu comme marketing, ça ressemble à quoi au privé, mais au public, j'avais aucune idée de ce qu'ils pouvaient faire en marketing. Tu sais, marketing, on pense souvent à la vente d'un bien, mais tu sais, au gouvernement, on vend rien. Donc, ça m'intriguait beaucoup. Donc, j'ai, à ma grande surprise, été très contente de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contactée. J'ai rencontré plus de 5 ministères qui étaient super contents de m'apprendre sur leur travail en général. J'ai rencontré des directeurs, des gestionnaires. Donc, maintenant, je suis vraiment au courant de c'est quoi mes possibilités d'emploi. J'ai des contacts, on est amis maintenant. Il y a quelques personnes à qui je parle, puis peut-être des opportunités d'emploi plus tard. Donc, je suis super contente d'avoir pris de l'avant. Les gens sont super accueillants. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas dans votre domaine d'études, je vous conseille vraiment de prendre le pas et de contacter. Ça va vraiment vous aider pour plus tard. Loa, un peu dans cette veine-là, quand toi, tu es gestionnaire, quand tu reçois des messages comme ça, as-tu des conseils, y a-tu de quoi qui attire ton œil plus si quelqu'un t'envoie un CV, des trucs comme ça? Je pense que une des choses qui m'attire le premièrement, c'est le message qui a été envoyé. Donc, on envoie le CV, mais on envoie un message, pas un message qui est trop long non plus, parce qu'il faut se dire, les gestionnaires sont on the go. Ils sont toujours en train d'aller de l'avant, toujours occupés. Donc, un message vraiment court, j'en ai eu que j'ai beaucoup aimé, surtout sur LinkedIn. Moi, j'aime bien les gens qui me rejoignent à travers les réseaux sociaux, Twitter aussi, pour juste avoir une conversation. Je pense que ça, c'est la meilleure approche avec un gestionnaire parce que quand on vient pour dire « Ah, je cherche un travail », on a déjà la réponse, soit « Ah, j'ai pas d'opportunité » ou bien « Ah, je vais envoyer ton CV quelque part ». Donc, juste avoir une approche un peu plus amicale pour avoir de l'information sur l'équipe et pas juste se baser sur le titre de l'équipe. Donc, vraiment voir, OK, c'est quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que mon équipe y fait. Qu'est-ce que je peux l'enseigner. Puis à ce moment-là, moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Il y a plusieurs personnes dans la fonction publique ou en dehors de la fonction publique avec qui j'ai pris le temps d'avoir un 30 minutes de café pour discuter de ce que je fais. Puis, puisque je suis recruteuse, j'ai partagé leur CV lorsque c'était des bons matchs. Puis avec le virtuel aussi, c'est facile, tu sais, ça peut être quelqu'un qui est l'autre bout du pays, du temps qu'on pense au fuseau horaire, puis qu'on fait pas ça à 5 heures du matin à Vancouver quand on est dans l'Est. C'est facile d'envoyer des messages comme ça, puis de demander pour des cafés. Puis si je peux vous dire un petit secret, on n'en reçoit pas une tonne. Tu sais, on n'arrête pas de le dire, mais on n'en reçoit pas une tonne. Donc, si vous le faites, vous allez peut-être vous distinguer. Donc, n'hésitez pas. Michel, quelque chose à ajouter sur ça? Oui, donc, pardon. Donc, Ouais, mais, c'est pas nécessaire non plus, hein? non, mais je veux dire, oui, mais c'est quand quelqu'un, par exemple, envoie un CV comme ça ou essaie de prendre contact, mais pour le CV, honnêtement, je dis toujours, assurez-vous de bien vous lire, de ne pas avoir d'erreur de frappe, de fautes typographiques, grammaire. Soyez concis également dans vos messages. Assurez-vous que ce soit logique, que le lecteur puisse comprendre ce que vous dites, ce que vous dites, parce que vous serez surpris des fois les courriels qu'on reçoit et des fois on ne comprend pas l'intention de la personne. Si vous avez Antidote, honnêtement, moi j'adore Antidote, prenez le temps pour relire. Oui, c'est ça. Et honnêtement, si vous êtes intéressé par un autre ministère ou un autre travail, allez sur les sites web du ministère, par exemple, vous informer sur qu'est-ce qu'ils font, le mandat, allez voir l'organigramme. C'est toujours bon de s'informer sur le type de travail qu'une organisation fait avant même de contacter une personne au sein de cette organisation pour vous démontrer que vous avez fait vos recherches.
que ça démontre vraiment un intérêt sérieux de votre part, là, que vous n'êtes pas juste en train d'envoyer des choses, des CV ou des messages au hasard. Donc, vous êtes capable de démontrer à la personne que vous êtes vraiment intéressé par le type de travail qui se fait dans cette organisation-là. Donc, c'est un petit conseil que je peux donner. Loa, tu veux ajouter? Oui, je voulais ajouter par rapport au CV, un peu comme Michel. Moi, ce que j'aime, parce que je regarde beaucoup les CV, ce que j'adore des CV, c'est les personnes qui mettent les compétences et qui lient les actions qu'ils ont faites par rapport à la compétence. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quelqu'un qui me dit qu'il a d'expérience en données qualitatives et données quantitatives, ça veut dire quoi ton expérience? Donc, vraiment écrire, collectionner des données pour peu importe le fichier, nettoyage de données, analyse des données collectées, être capable de faire du storytelling ou bien des présentations, quelque chose de vraiment concret. Je pense que pour un gestionnaire qui est en train de lire ça, il est capable de se dire, OK, cette personne, si cette personne est un bon fit, voici où est-ce que je pourrais la mettre, ou voici l'expérience qu'elle a acquise, que je pourrais utiliser pour mon équipe. Voici la valeur ajoutée. Donc, je pense que dans ce même sens-là aussi, quand on regarde les CV, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, sur ces compétences-là, est-ce qu'il y en a en particulier, Loa, qu'un étudiant devrait chercher, qui sont prisés un peu plus peut-être que d'autres, qui devraient mettre de l'avant? Bien, ça dépend aussi de quel type de poste que l'étudiant. C'est marketing, moi, je ne suis pas vraiment une professionnelle dans le marketing, malheureusement, mais comme moi, je suis plus visée vers les personnes qui vont en politique, donc en anglais, ça serait policy, donc tout ce qui est données, analyse de données des politiques. Ça serait quelqu'un qui a de l'expérience dans la collecte des données. La collecte des données, ça peut se faire dans différentes formes. On peut collecter des données à travers des surveys, donc des sondages. Quelqu'un qui a élaboré un sondage, juste même si ce n'est pas un gros sondage, le fait que tu as créé des questions. Donc là, le gestionnaire est capable de voir cette personne a un potentiel. Si tu as l'expérience à revoir des notes de breuvage, l'expérience à écrire une partie d'une note de breuvage, déjà là, ça, c'est des bons EC2, c'est des bons EC4. Donc, vraiment basé sur le profil. Une des choses que je conseille les gens de faire, c'est aller dans le site web du gouvernement pour les postes, écrivez par exemple PE1 et regardez c'est quoi qu'ils demandent. Basé sur ce qu'on demande du PE1, là, tu es capable d'envisager, OK, voici les expériences que je veux faire. Je veux avoir l'expérience à écrire les SOMC, bien juste réviser les SOMC, en français, j'ai oublié le nom, mais c'est le poste qu'on écrit, donc le résumé de ce qu'on s'attend du poste. Donc, avoir cette expérience-là. Je voudrais avoir l'expérience de envoyer le courriel qui confirme l'entrevue, bien juste réviser l'entrevue. Donc, à ce moment-là, on est capable de mettre ça dans le CV basé sur certaines compétences d'écriture pour ressources humaines. On ajouterait ça en dessous de ça. Donc, c'est ça. Audrey-Anne? Rapidement, tu demandais les compétences. Là, moi, on a fait du recrutement d'étudiants à Emploi et Développement social Canada. Puis, je dirais, là, ce qui a été très, très populaire, c'est surtout le côté service à la clientèle. Donc, si vous avez des expériences de service à la clientèle, de le mettre clair dans votre CV. Aussi, le côté indépendance, d'être capable de travailler par soi-même, d'essayer de penser, d'avoir la pensée critique aussi, c'est des compétences qui sont recherchées pour les emplois étudiants. Puis, Michel en a parlé un petit peu tantôt, mais une fois que vous êtes embauché au gouvernement du Canada, vous avez la possibilité aussi de trouver d'autres expériences en faisant du réseautage. Donc, dans votre CV, c'est important de voir que vous avez déjà travaillé au gouvernement du Canada, de dire que vous avez déjà eu un emploi. Ça peut vraiment vous aider à trouver d'autres possibilités au gouvernement. Maude, tu es étudiante, je suis curieux. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées depuis que tu es au GC? Oui, il y en a deux principales que je pourrais dire. Premièrement, l'organisation. Mais d'abord, ça fait partie de ma job d'organiser quelqu'un. Donc, moi-même, je devais pas mal l'être.
Au début, ça m'a un peu prise de court, là, parce que c'est ça, il y a beaucoup de choses à gérer, surtout avec un DG, il y a tellement de notes qui arrivent aussi. Tu sais, quand tu rentres, comme je disais tantôt, là, les acronymes, là, j'étais toute perdue. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, là, je vais prendre des notes, je me suis mis à m'organiser, puis là, je suis toute correcte, là. Je comprends ce qui m'entoure. Puis quand il y a des trucs compliqués qui arrivent, je suis vraiment plus apte à les gérer. Donc, organiser, c'en est un. Puis aussi, comme Audrey disait, à être autonome puis indépendant parce que vos gestionnaires, ben, ils n'ont pas toute la journée à vous dire quoi faire. Vous devez être autonome dans vous gérer vous-même puis faire des choses pertinentes. N'hésitez pas à donner des idées, surtout quand vous avez un nouveau point de vue sur votre emploi. Peut-être que vous allez pouvoir apporter des améliorations, des pistes. Moi, mon gestionnaire me l'a dit au début. Des nouvelles, c'est des choses que tu trouves que ça va trop lent, des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, n'hésitez pas à être entrepreneur. C'est ça que vos gestionnaires vont vraiment aimer puis vont vouloir vous garder par la suite, là. Puis, si je peux me permettre d'ajouter un conseil là-dessus, pour avoir géré des employés dans le passé, oui, faites-les, partagez, mais aussi si vous avez des questions, des trucs comme ça, une chose, tu le disais, Maud, les gestionnaires sont souvent occupés, etc., juste notez-les ces questions-là. Puis là, ça te permet aussi, au lieu de tanner ton gestionnaire à toutes les fois que tu as une question qui est par oui ou par non, à la fin de la journée, des fois, tu peux vite passer ta liste. Ça montre une organisation aussi, juste de faire ça. Puis moi, je sais, du moins comme gestionnaire, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup à l'époque. On vous le rappelle, allez-y, demandez-nous vos questions, utilisez le bouton QR au bas de votre écran. D'ailleurs, je vais me tourner vers la question qui a le plus de pouces tout de suite en ce moment. Pour beaucoup d'étudiants et de jeunes travailleurs aujourd'hui, voyager, découvrir le monde, c'est une priorité. La fonction publique peut donc sembler peu attrayante car elle est souvent associée à un établissement définitif dans la région de la capitale nationale. Existe-t-il au sein du gouvernement des postes où les fonctionnaires sont amenés à voyager ou habiter à l'étranger dans le cadre de leur fonction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se jeter là-dessus? Michel, vas-y. Oui, mais si vous vous intéressez par l'international et travaillez à l'étranger, le meilleur type de poste, c'est les agents de services extérieurs, donc les postes de diplomates là, qui travaillent dans les ambassades et les consulats du Canada à l'étranger. Ces types de postes-là, justement, sont souvent affichés par le biais du recrutement postsecondaire. Donc, c'est un programme pour diplômés qui est lancé à chaque automne. Donc, la prochaine campagne devrait être en octobre 2022. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, je vous encourage fortement de garder un œil ouvert au recrutement postsecondaire parce que souvent, comme je vous disais, les postes d'agents de services extérieurs sont affichés par ce type de programme-là. Et je ne vous le cacherai pas, c'est un type d'emploi très, très populaire. Beaucoup de gens veulent ce type d'emploi-là pour justement travailler à l'étranger. Mais vraiment, ces types de postes sont souvent affichés par le recrutement postsecondaire. Donc, gardez un œil ouvert. Je dirais vers septembre, là, surveillez le site web pour voir s'il y a des nouvelles annonces parce que la campagne dure environ 3-4 semaines, donc vous ne voulez pas rater votre opportunité pour postuler, justement. Maude? Oui, ben j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un poste de voyagement, que ça ne va pas arriver dans le sens que ben moi, j'avais aucune idée que ça allait me tomber dessus, là, mais j'ai été proposée la semaine passée d'aller passer une semaine à Toronto, puis ensuite à Halifax parce que ben, j'étais avec la sécurité puis les bureaux de ménage. Puis tu sais, je suis adjointe administrative, puis je pensais jamais pouvoir voyager avec cet emploi-là, mais finalement, l'opportunité est venue dans mes mains. Donc, ça veut pas dire que c'est pas un emploi de voyagement nécessairement, que ça va pas vous arriver. Peut-être juste de montrer de l'intérêt, tu sais, le monde ne le sait pas nécessairement, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va vous arriver à vous aussi. Si je peux me permettre d'ajouter, pour ceux qui étaient dans le cours tout à l'heure avec Lynn et Daniel, vous avez peut-être vu une des slides, puis je l'ai réouvert sur mon ordinateur pour vous donner les bons chiffres. C'est quand même 52% des emplois au gouvernement du Canada qui sont en région. Donc, il y a une manière de techniquement voyager, si on le veut, de ce côté-là, ou aussi avec les équipes virtuelles aujourd'hui, il y a moyen de voyager, mais virtuellement. Moi, j'en suis l'exemple même. Je travaille comme agent libre du Canada, ce qui veut dire que je me promène d'un ministère à l'autre pour aller travailler avec différentes équipes. Donc, je travaille avec des équipes qui sont un peu partout au Canada pour les aider sur des projets spéciaux. Donc, ça, c'est certainement une possibilité.
Et une dernière chose que je peux me permettre d'ajouter, quand on est employé indéterminé au gouvernement du Canada, il y a aussi des possibilités qui sont quand même assez intéressantes de prendre, par exemple, c'est Leave with Income Averaging. Je ne connais pas le terme exactement en français, peut-être que quelqu'un pourra le trouver, mais par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on peut demander à notre gestionnaire pendant 1 an et dire, OK, moi, je veux juste recevoir 80% de mon salaire pendant 1 an. Vous allez dire, ben, pourquoi que je voudrais faire ça? Mais en échange de ça, où on fait le calcul mathématique, ça nous donne je pense que c'est un minimum de 5 semaines puis un maximum de 3 mois qu'on peut prendre en vacances supplémentaires. Donc, moi, j'ai des collègues qui ont fait ça. Ils sont partis faire un voyage en Asie du Sud-Est pendant 1 mois et demi parce qu'ils ont pu le permettre de faire ça. Donc, sur chaque paye, ils recevaient un petit peu moins d'argent, mais ils ont pu avoir des vacances supplémentaires. Donc, ça, c'est une manière peut-être pas de voyager pour le travail, mais c'est quand même des avantages qui s'offrent aux employés indéterminés une fois qu'on peut se rendre là. Donc, congé avec étalement du revenu. Merci aux gens qui nous écrivent dans le chat. S'il n'y a pas rien d'autre à ajouter là-dessus, une question qui va être, je pense, facile à répondre, puis je vais la diriger vers Audrey-Anne. Est-ce qu'il est possible de poursuivre des études supérieures tout en travaillant comme fonctionnaire? Oui, oui, mais là, moi, je suis en train de prendre 2 cours. Ben, je fais une maîtrise à temps partiel en gestion de projet. Puis là, j'ai pris 2 cours cet été, puis j'aurais peut-être pas dû. Je trouve que c'est beaucoup, là, mais c'est moi qui ai décidé, c'est en accéléré, c'est ma faute. Puis peut-être juste pour aller dans cette question-là, là, moi, quand j'ai fini mon bac, je prévoyais faire ma maîtrise à temps plein pour continuer, en fait, avec le programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Donc, c'était vraiment ça mon plan. Je fais ma maîtrise temps plein, puis ensuite, je vais commencer au gouvernement du Canada. Mais il y a plein de choses à prendre en considération. Vous pouvez faire vos études à temps partiel. Ça se fait super bien. Puis le gestionnaire, vous en jasez avec votre gestionnaire. Ils peuvent se montrer très, très ouverts. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il y a aussi la possibilité qu'une partie de vos études soit payée. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Vraiment, vraiment. Mais ça se fait, mais pensez-y 2 fois avant de prendre 2 cours accélérés l'été. C'est mon seul conseil. Bonne chance, bon été, Audrey-Anne. Je suis convaincu que tu vas être capable de maîtriser ça avec une maître. Une autre question du public, pourquoi pas? Quelqu'un qui nous dit « Je travaille à l'Agence du revenu et je me demandais si j'ai les mêmes avantages que les étudiants des autres départements. » On peut même prendre la question de manière plus large. Est-ce que tous les étudiants sont égaux d'un ministère à l'autre? Je ne sais pas qui veut tenter la chance là-dessus parce que je ne la connais pas moi-même, cette réponse-là. Noah, vas-y. Si je me trompe, et Michel, s'il te plaît, corrige-moi si je suis dans le tort. Mais avec la nouvelle option de bridging, donc d'intégration d'étudiants, peu importe là où l'étudiant a travaillé, il faut que l'étudiant ait travaillé pendant qu'il est à l'école pour avoir l'opportunité d'être intégré. Donc oui, techniquement, vous êtes tous égaux lorsqu'il s'agit de l'intégration des étudiants. Donc, même si vous n'avez pas vraiment travaillé, même dans la fonction publique, je pense que c'est assez flexible pour pouvoir utiliser ça comme expérience justifiable pour embaucher l'étudiant intégration. Et aussi, je veux aussi vous laisser savoir, quand on vous embauche comme étudiant intégration, ça ne veut pas dire que vous devez rentrer nécessairement comme PE1 ou bien EC2. Vous pouvez aussi être embauché en tant que EC4. Et c'est vraiment le rôle du gestionnaire de justifier pourquoi il vous embauche à un certain niveau pourquoi il vous embauche tout simplement à un certain niveau. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à savoir. Oui, c'est ça. Le lenteur des programmes étudiants, ça donne beaucoup de flexibilité pour l'embauche d'étudiants, même dans les organismes qui ne font pas nécessairement partie de l'administration publique centrale. En anglais, on appelle ça Core Public Administration. Donc, comme l'Agence du revenu du Canada, qui est une agence séparée, qui a absolument ses propres processus de recrutement en ressources humaines, utilise quand même les programmes, par exemple le PFET, pour recruter les étudiants. Donc, ça compte là pour l'intégration des étudiants par la suite, s'il y a des possibilités. Donc, c'est ça l'avantage, c'est un programme très, très flexible. Donc, c'est super là, quand vous êtes étudiant. Là. Excellent, merci. Vas-y, Audrey-Anne. J'ai partagé un lien dans le chat, mais là, je me rends compte que c'est pas le bon. Mais moi, pour répondre à la question, j'aurais dit que c'est la directive sur l'embauche des étudiants.
c'est ce qui s'applique à tous les étudiants qui sont embauchés. Là. Donc, je vais renvoyer le bon lien, là, je m'excuse, mais je pense que ça répond aussi à la question pour les emplois étudiants. Là, tous les étudiants sont sous cette directive-là. Là. J'en apprends, c'est bien. Je suis curieux, peut-être pour passer à un autre sujet, puis qui est important. On en a parlé dans le cours un peu tout à l'heure. Lynn, la future princesse des licornes, nous parlait beaucoup de réseautage, de networking, etc. Audrey-Anne, je ne sais pas si tu pourrais nous parler pour toi dans ta carrière, qu'est-ce qui ont été ces avantages-là, parce que je sais que tu l'as fait. Ah oui, tellement. Là. Moi, j'ai jamais. En fait, le réseautage, c'est nouveau depuis 1 an, pile. L'année passée, j'avais été invitée à venir aussi à l'événement d'accueil des étudiants, puis je devais fournir mes LinkedIn et Twitter. Donc, j'ai créé mes comptes l'année passée, faire les dates. Puis, je suis vraiment. J'aurais dû avoir des comptes, faire du réseautage avant, quand j'avais un emploi étudiant. Comme on le disait tantôt, une fois que vous êtes embauché, bien, vous pouvez partager votre CV. Donc, vous devez avoir un réseau de contacts, puis partager votre CV. Moi, j'ai commencé à faire du réseautage l'année passée. Puis j'avoue là, que mon rôle d'étudiant, de coprésidente d'étudiants GC, ben, je l'ai trouvé grâce en faisant du réseautage, si on veut. J'ai rencontré Jennifer qui s'occupe du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. J'ai commencé à la suivre. J'ai vu qu'ils cherchaient une coprésidente. J'ai appliqué. Donc, le réseautage m'a vraiment permis d'élargir mes compétences cette année, puisque je me suis impliquée dans des réseaux. J'ai vraiment bâti mon réseau de contacts comme ça, mais c'était vraiment par pur hasard, donc par accident. J'ai fait mes comptes l'année passée, mes comptes LinkedIn et Twitter, ce que j'encourage tout le monde à faire, et même de partager, suivre le plus de personnes possible pour avoir ce réseau-là. Comme ça, si vous avez des questions, si vous cherchez un emploi, mais vous allez pouvoir connecter avec votre réseau. Je suis grande fan de réseautage, je dois l'avouer. Ben, un peu dans ce sens-là, Maude, puis je vais prendre un peu une question qui vient du public aussi. Toi, on l'a dit au début, tu es représentante d'étudiants GC à la commission de la fonction publique, donc pour ton ministère, c'est un ministère, une agence, la commission de la fonction publique? Ah, ministère, c'est bon. Comment est-ce que tu es arrivé? Comment est-ce que tu as fait pour rejoindre ce rôle-là? Comment tu as découvert le tout? Bon, ben moi, c'était un peu spécial. En fait, Audrey-Anne, c'est ma belle-sœur. Et elle était coprésidente. Puis quand j'ai joué à la fonction publique, il n'y avait pas de représentant étudiant. Puis on m'en a parlé, puis ça m'a allumé tout de suite. Mais pour vous, étudiants qui aimeraient ça participer puis vous engager, ben ça nous prend un représentant dans chaque ministère. Puis il y a tellement de ministères, puis on en a juste quelques-uns. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à contacter Audrey-Anne. Ça? Audrey-Anne? Oui, contactez Audrey-Anne, écrivez un courriel que vous êtes intéressé à vous impliquer. C'est sûr qu'on va trouver de la place pour vous. Puis c'est vraiment le fun parce que ça permet de mieux comprendre le monde des étudiants. Ça fait beaucoup, beaucoup de réseautage. Je connais beaucoup de monde, puis j'ai la chance d'être là aujourd'hui, justement. Donc, c'est une belle expérience pour moi aussi. Donc, je vous invite à contacter Audrey-Anne. Puis Audrey-Anne, y a-t-il d'autres... Sûrement qu'il y a d'autres choses dans lesquelles ils peuvent s'impliquer en tant qu'étudiants. Si tu peux me compléter? Ben oui, il y a tellement de choses. Puis là, je vais le plugger, là, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, on est sous eux, là, puis ils ont tellement de belles opportunités, autant pour connecter avec les gens qui d'en apprendre davantage sur le gouvernement du Canada, dont le super beau podcast de RGFF sans filtre. C'est vraiment écouté sur n'importe quelle plateforme, super intéressant. Vous en apprenez davantage justement sur le mentorat, une des dernières épisodes. Ils ont des activités aussi sur... ministère, qui s'appelle Ministère sous les projecteurs cet été. Vous allez en apprendre davantage, vous permettre d'élargir votre réseau de contacts, de connecter avec les personnes qui font partie de ces activités-là. Il y a plein d'occasions de développer son réseau et d'en apprendre davantage sur la fonction publique avec les réseaux des jeunes, les réseaux des étudiants, puis aussi les réseaux de la diversité. Là. Il y a plein de belles opportunités. Et souvent, ces réseaux-là aussi, ils existent au sein de vos ministères, de vos agences. Puis je dirais, tu sais, c'est le genre de truc, là, on va paraître vieux, mais que quand on allait au bureau, tu voyais un poster à côté de l'ascenseur, puis c'est comme ça que tu t'inscrivais. Je dirais peut-être qu'un conseil qu'il y a au jour d'aujourd'hui, dans votre ministère, si vous voulez vous impliquer pour une de ces choses-là, fouillez sur votre intranet.
de votre ministère. C'est souvent là, ou les pages wiki aussi, c'est souvent là que ces initiatives-là vivent de manière virtuelle, que vous pouvez trouver les contacts. Peut-être pas tout le temps un jour, mais au pire, je suis sûr qu'on va vous diriger vers la bonne place. Et ces gens-là seront heureux de vous accueillir, de voir comment vous pouvez vous impliquer, même si c'est juste question d'un été, parce que c'est très commun dans la fonction publique d'avoir bien des termes que vous allez peut-être entendre souvent, que les fonctionnaires vont dire « Ah, j'ai un projet de coin de bureau. » Tu sais, d'avoir une de ces initiatives-là, puis c'est tout le temps de quoi qui est le fun à amener par la suite en entrevue, qui est le fun à amener comme compétence à partager. Donc, n'hésitez pas de le faire. On continue avec les questions? All right. Est-ce qu'une organisation peut nous refuser un poste régulier, un contrat ou un permanent si nous sommes toujours aux études, par exemple à la maîtrise? Est-ce qu'il est possible d'être embauché malgré des études non finies, non nécessaires au poste? Je sais que c'est une question un peu spécifique, mais elle a quand même reçu quelques pouces. Donc, je ne sais pas si peut-être Michel ou Loa, si vous pouvez nous aider là-dessus. Michel, vas-y. Non, oui, mais ça dépend toujours qu'est-ce qui est requis par le poste. Donc, si c'est des études qui ne sont pas nécessaires, qui n'est pas au poste à accomplir, non, ça nuira pas je veux dire, à l'offre d'emploi. Cependant, votre gestionnaire peut-être va poser des questions, mais là, si vous êtes étudiant à temps plein, est-ce que vous allez avoir du temps pour faire votre emploi si c'est un emploi à temps plein? Donc, c'est quelque chose à discuter avec le gestionnaire d'embauche. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais même supposons aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire fédéral, vous avez un poste interminé et ça vous tente de faire une maîtrise en gestion de projet comme Audrey-Anne, vous pouvez le faire. Là, je veux dire, c'est pas, mais faut pas que c'est sûr, faut pas d'organiser votre temps, faut pas que ça use votre emploi. Mais c'est pas en lien nécessairement avec l'offre d'emploi. Surtout si dans la question, je comprends bien, c'est même pas un domaine qui est qualification essentielle pour le poste. Donc, mais c'est à discuter avec vos gestionnaires. C'est important d'être honnête, de dire vos intentions et vous assurer que vos études ne nuisent pas à votre travail. Donc, c'est une question de gestion de temps rendue à ce point-là. Je pourrais ajouter, comme tout à fait d'accord avec Michel, c'est vraiment, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est ça, on peut voir l'impact qu'il y a sur le côté opérationnel de cet engagement-là de côté. Et puis, une des choses aussi qu'il faut réaliser, c'est que si un gestionnaire, et ça c'est quelque chose à quoi nous on réfléchit souvent, si quelqu'un est en train de faire une maîtrise en aéronautique ou ingénieur et que la personne applique pour un poste en ressources humaines CR5, quels sont l'avantage d'investissement du gestionnaire selon la personne. Donc, il y a d'autres candidats qui pourraient aussi ça pourrait être l'opportunité pour un autre candidat d'avoir ce poste-là pour pouvoir, parce que son intérêt, c'est les ressources humaines. Donc, il y a cette logique-là aussi qui vient dans la tête d'un gestionnaire. Et des fois, je pense que c'est ça qu'on oublie. Si je viens travailler pour toi, voici ce que je t'apporte sur la table. Voici à quel point je peux m'investir et c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire. Je pense que là, surtout comme étudiant, ça change la donne de la conversation et on est capable d'avoir le gestionnaire de notre côté. Audrey-Anne, tu veux ajouter? Ben, je ferai une mini parenthèse, puis je poserai en même temps une question à Michel. Je veux dire, Loa, elle utilise souvent des termes de PE1, CR5. Là. Ça se peut que ça vous dise absolument rien. Je vais juste vous envoyer un lien dans le chat. Là. Ça, c'est les groupes professionnels. On va sûrement en parler davantage à l'événement de clôture, donc le 18 août, puis on va aussi vous envoyer les liens, là, mais c'est après vos études, là, donc ça vous touche pas comme étudiant, mais c'est super important d'en apprendre davantage ou de vous familiariser un peu plus avec ça. Je fin en parenthèse. J'avais juste une petite question rapide pour Michel, en fait, parce que moi, j'ai entendu dire que pour l'intégration des étudiants, le principe est que tu te fais embaucher parce que tu as terminé tes études actuelles. Donc, tu ne pourrais pas te faire embaucher pour ton cégep que tu as fini il y a 2 ans. Si tu as un emploi étudiant au bac, je ne sais pas si ça fait du sens, peux-tu? Oui, c'est que d'abord, pour être embauché comme étudiant, pour être étudiant, vous devez présentement être aux études à temps plein. Donc, c'est sûr, c'est en fonction de votre programme d'études actuel que vous suivez.
C'est pas nécessairement basé non plus sur, je sais pas, un programme de cégep que vous avez fait v'là 4 ans. Donc, c'est toujours en fonction du programme d'études que vous suivez à l'heure actuellement, si vous avez un travail étudiant, bien sûr. Puis l'intégration, oui, ça va se faire à partir du moment que vous obtenez votre diplôme pour le programme que vous suivez en ce moment. Donc, c'est dur. Ouais, je sais que ça peut être compliqué à expliquer, là, mais juste garder en tête que si vous êtes étudiant présentement à temps plein, l'intégration, ça va se faire une fois que vous avez votre diplôme pour le programme d'études que vous êtes en train de suivre à temps plein. Bien important aussi de comprendre que vous devez rester toujours à temps plein durant vos études. Donc, si vous tombez à temps partiel, vous ne serez plus éligible pour un travail étudiant. Donc, faites attention à ça, à moins que vous avez une permission de votre institution pour prendre moins de cours, mais garder votre statut à temps plein. Mais toujours vous assurer que vous allez garder votre statut à temps plein tout le long de vos études si vous voulez continuer à travailler si vous continuez à avoir un travail étudiant au sein de la fonction publique fédérale. Bien important de garder ça en tête. Parce qu'on voit souvent, les étudiants, des fois, ils prennent un semestre à temps plein, on va se dire, je vais prendre moins de cours pour X raisons, là, ils tombent à temps partiel. Là, ça vient compliquer les choses. Donc, je vous recommande d'être constant là, pour éviter des problèmes administratifs là, avec les gestionnaires qui veulent vous embaucher comme étudiant par après. Là. On va s'en aller, merci Michel, on va s'en aller ailleurs, une question qui revient chaque année. En tant qu'étudiant, est-ce qu'on a des avantages sociaux? Et je me permets d'en ajouter une. Donc aussi, qu'est-ce qui est au niveau, par exemple, si je dois remplacer des heures manquées pour des rendez-vous, des jours de maladie, de quoi qui serait habituellement couvert par des avantages sociaux? Comment je fais ça? Donc, un, est-ce qu'on a des avantages sociaux? Puis deux, comment on fait ça? Qui ose? Je peux me lancer. Donc, les étudiants ont accès aux avantages sociaux après 6 mois d'emploi continu. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez, par exemple, vous allez commencer au mois de juin, donc vous devez absolument continuer vos contrats étudiants jusqu'au mois de décembre. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez un contrat de juin à septembre, vous ne pouvez pas avoir une semaine sans emploi puis recommencer, par exemple, à la mi-septembre jusqu'au mois de décembre. Ça consiste en un bris d'emploi. Donc, une journée que vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas sous contrat. Donc, pour avoir accès aux avantages sociaux, c'est 6 mois d'emploi continu. Après votre 6 mois, les avantages sociaux pour les soins dentaires vont automatiquement vous être donnés, sont obligatoires. Puis, les avantages sociaux, en fait, les assurances pour les soins de santé, vous allez devoir faire la demande. On a une page sur le wiki pour savoir comment faire une demande aux avantages sociaux. Là, je vais pouvoir la partager dans le chat. Donc, ça, c'est vraiment avantages sociaux. Puis pour ce qui est des journées de congé, vous avez le droit de prendre des journées de congé, mais ils sont non rémunérées. Donc, les étudiants, vous n'avez pas des journées de maladie ni de vacances, mais il y a un 4 sur votre talon de paye qui consiste en, comme pour vous dire, ben, vous n'avez pas de journée de vacances, mais le 4 compense. Ça serait ça ma réponse. Puis, il y a toujours la possibilité de jaser avec son gestionnaire si vous devez changer un peu vos heures de travail. Je ne sais pas, Maud, si tu t'en allais là. Oui, c'est ça. J'ai été surprise d'avoir des discussions agréables avec mes 2 gestionnaires que j'ai au courant de mon emploi. Il m'est arrivé là, d'avoir des rendez-vous, de passer 1, 2, 3 heures pour le travail. Puis je me sentais super mal, puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu sais, ça arrive à tout le monde. Puis ça se peut que ça n'arrive pas comme ça pour vous, mais d'avoir une discussion, habituellement, les gestionnaires sont assez compréhensifs, puis les heures, pas obligés de les reprendre. Habituellement, il faut juste avoir une discussion, pas avoir peur de le demander, là, mais c'est sûr que ça arrive tous les jours et ça ne passera pas, là, mais un petit rendez-vous ici et là, c'est supposé être correct. C'est ça. Vos gestionnaires le savent que c'est ça vos conditions d'emploi. En termes, on a beaucoup parlé des études postsecondaires, entre autres. Une question qui... Est-ce que posséder une maîtrise se traduit par une expérience supplémentaire au sein de l'échelle salariale, comme on le voit parfois dans la fonction publique provinciale, dans certaines provinces ou même dans certains emplois, qu'on va monter quelques niveaux dans l'échelle salariale? Est-ce que c'est comme ça au fédéral? Michel, je pense que la réponse est non, hein? Non, vas-y, Loa. Vas-y, t'es en première. Oh non, j'allais dire non, c'est pas comme ça. Le seul avantage, je pourrais dire, quand vous êtes étudiant en maîtrise, c'est que votre salaire, c'est pas le salaire d'étudiant d'un bac, mais c'est le salaire d'étudiant en maîtrise.
Et la majorité des groupes et niveaux, donc des opportunités, demandent un baccalauréat. Le plus haut niveau, la plupart du temps, c'est un baccalauréat. Un gestionnaire peut demander une maîtrise, peut s'attendre à ce que la personne ait une maîtrise à cause de la complexité du travail, ou bien ce que le gestionnaire, la gestionnaire juge comme complexité. Mais sinon, des fois, c'est mieux d'attendre d'entrer dans la fonction publique et de commencer la maîtrise par la suite. C'est plus facile. Je pense honnêtement, puis vous me corrigerez si j'ai tort, la seule place que je pense qu'il y a peut-être une prime des fois associée à une certaine compétence, si je peux appeler ça de même, c'est au niveau du bilinguisme. Donc, si on est bilingue, on reçoit, c'est pas une fortune, je crois que c'est comme 30 quelques piastres par paye qu'on reçoit d'extra comme prime au bilinguisme. Je pense que c'est à peu près la seule chose, du moins, qui me vient à l'esprit comme prime qu'on peut recevoir pour qu'est-ce que j'appellerais une compétence ou du moins qui n'est pas, tu sais, la maîtrise, j'appelle ça des compétences, moi. Là. Vas-y, Audrey-Anne, t'en as trouvé un autre, hein? Je le vois dans ta face. Non, pas en tout. Je ne sais pas si Laura aussi à s'en aller là, mais les étudiants ne sont pas admissibles à la prime de bilinguisme. Non. Donc Merci. Je veux juste le mentionner. Pour plus tard. Que vous en ayez. Faut être employé indéterminé pour ça, si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas si je m'aventure à dire ça, mais je pense que certains des diplômes, accréditations dans le groupe des finances. Ah, d'accord. Et recevoir, donc Michel hoche la tête, donc je suis dans le bon. Donc certaines accréditations en finance peuvent aussi avoir une forme de, je pense, compensation pour payer l'accréditation parce que c'est des frais par mois, ou bien même les ingénieurs qui peuvent recevoir une accréditation. Donc, ça aussi. Oui. Si je peux rajouter, je dis oui, ça, au niveau des diplômes, ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'échelle salariale. Certains postes, comme je peux penser à des postes de biologiste à Santé Canada, qui vont souvent demander des maîtrises, et même, souvent les gens ont même des doctorats. Là. Pour les postes aussi analyse de politique, souvent vous allez voir, c'est des gens qui ont des maîtrises. Mais ça, c'est pas ça qui va vous donner un salaire supérieur en rentrant dès le départ. Là. Souvent, c'est des conditions de base, même juste pour avoir le poste. Donc, mais c'est sûr que ça ne peut pas vous nuire. Si vous regardez les offres d'emploi sur Emploi GC, souvent, vous allez voir dans les atouts, une maîtrise, c'est un atout. Tout diplôme supérieur au minimum, c'est un atout. Donc, c'est des choses qui peuvent venir vous démarquer en tant que candidat. Donc, quand le gestionnaire a un choix à faire, là, souvent, quelqu'un qui a une maîtrise, un diplôme supérieur au minimum, peut prendre ces personnes-là, ça va jouer dans son facteur de décision. Donc, c'est pas négligé non plus. Là. Une petite dernière avant que je vous laisse un mot de la fin parce que je vois que le temps file. Est-ce qu'il y a des règles d'étiquette pour contacter les gens dans la fonction publique, entre autres sur les différents réseaux qu'on mentionnait tout à l'heure? Chez Michel, tu as déjà dit, fais attention à votre français, etc. Je pense qu'il y a des règles de politesse. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs que vous auriez? Sinon, je vais m'en permettre d'en rajouter un. Ayez pas peur de le faire. C'est pas l'étiquette parce que n'hésitez pas, les gens sont là, les gens sont ouverts. Pensez au fuseau horaire, un autre peut-être étiquette. Si vous contactez quelqu'un qui est à Vancouver, pas y envoyer un team à 6 heures du matin. Ça peut peut-être en faire partie de ça. Mais aussi, vous pouvez aller sur des réseaux qui sont moins conventionnels. Pas qui sont moins conventionnels, mais comme LinkedIn, Twitter. Twitter est très présent dans la fonction publique. Ça, c'est un autre secret plus ou moins bien gardé. Il y a beaucoup d'influenceurs du gouvernement du Canada qui se retrouvent sur Twitter. Il y a des discussions intéressantes des fois à voir. Ça peut être une bonne place pour voir qu'est-ce qui se brasse puis qu'est-ce qui jase dans la fonction publique. Audrey-Anne? Non? C'est bon? Okay. Vas-y. Vite, là, parce que tu as parlé des fuseaux horaires, là, c'est une pratique tellement simple, mais qui pour des nouvelles personnes qui travaillent au gouvernement, ils ne savent peut-être pas, là, mais quand vous avez des invitations sur Outlook, il y a aussi la possibilité, par exemple, pour être poli ou s'assurer que vous cédulez des meetings ou des rencontres au bon moment, de voir les disponibilités des autres. Aussi, c'est peut-être une bonne pratique de politesse, là, si on veut, pour les gens qui ont des agendas très remplis. Excellent.
All right, c'est à peu près tout le temps qu'on a, mais je vais vous donner en 15 secondes un défi à tous et chacun d'entre vous en 15 secondes de vous donner votre conseil à vous, comme pour les employés, pour les étudiants qui sont ici, pour rendre leurs expériences plus agréables et fructueuses. Je commence avec Maude. Ben, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Mon conseil, ça serait d'oser, de dire vos idées, de parler aux gens, d'avancer, d'aller contacter. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous restez en arrière de votre ordinateur toute seule à parler à personne, ça ne va pas vous aider. Essayez de vous aventurer pour trouver un emploi que vous allez aimer dans le futur. Donc, merci à tous. Excellent. Loa. C'est dans le même sens que Maud, c'est vraiment d'oser poser des questions. En ce moment, il y a beaucoup de discussions par rapport au retour hybride au travail. Prenez l'opportunité des fois d'aller au moins une fois. Moi, je sais que moi, j'ai été une fois et j'ai pu rencontrer des employés en personne, puis des gestionnaires en personne. Donc, juste prenez les opportunités que vous voyez, essayez-les. La pire des choses, c'est quand vous dites non. Audrey-Anne? Merci, merci Laura, c'est vrai, la pire des choses, c'est qu'on vous dit non. Laura, Audrey-Anne, allez. Audrey-Anne, oui, moi je vous dirais de vous impliquer je vais vraiment dans la même lancée, là, mais je vous dirais vraiment de vous impliquer autant que vous pouvez faire partie des activités. Là, je vais juste faire un mini pitch. Là. La semaine prochaine, il y a le mentorat éclair pour les étudiants. Donc, je vous invite à vous inscrire dans la science en français. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants que vous allez vraiment avoir la chance de jaser avec les mentors. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Il y a aussi ce soir un événement à Ottawa en personne. Moi et Maud, on va être là, on va pouvoir vous jaser. Si ça vous tente de venir, je vous envoie le lien pour vous inscrire. Puis, il y a l'événement de clôture des étudiants, donc le 18 août, organisé par le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. On vous attend. Et Michel? Oui, donc c'est un peu comme tout le monde. N'hésitez pas à parler, à faire savoir vos intentions. Parlez à votre superviseur si vous voulez être intégré dans la fonction publique fédérale après là, pour faire le bridging. On ne peut pas aller dans vos pensées, donc allez de l'avant, faire valoir vos intentions. Et aussi, si les activités sociales en personne organisées par votre équipe, profitez-en. Je vous recommande d'y aller en personne. Le contact humain, là, ça vaut de l'or. Là. On travaille virtuellement, donc si vous avez l'occasion de voir les gens en personne, faites-le. Merci à vous cinq, si je peux me permettre d'ajouter, c'est ça. Comme vous l'avez tous dit, c'est oser, profitez-en, mais rappelez-vous aussi que la fonction publique, bien que ça paraît comme un grand et gros appareil, c'est des humains. On est tous des humains qui travaillent là. Donc, on est là pour écouter, on est là pour apprendre, tous et chacun, qu'on soit étudiant ou pas. Merci Audrey-Anne, merci Loa, merci Michel, merci Maude d'avoir répondu aux questions. Je sais qu'il en reste quelques-unes dans le volet questions et réponses. Ben, il y a peut-être une opportunité pour vous de venir nous les poser. Il y a un événement sur la plateforme WonderMe qui va se dérouler dans quelques minutes ou qui est peut-être même déjà qui est déjà commencé. Donc, vous pouvez sauter là, un événement de réseautage. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme WonderMe, là, vous pouvez vous promener, aller jaser avec des gens d'un peu n'importe quoi. Donc, vous avez juste à retourner sur la plateforme VExpo et les liens pour se rendre sur WonderMe pour le réseautage. Ils sont présents. Donc, c'est vraiment ce qui conclut notre événement aujourd'hui. Je tiens encore une fois à remercier nos panélistes d'avoir pris le temps et de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée où que vous soyez au Canada.